Bonjour à toutes et tous. Rebonjour pour celles et ceux d'entre vous qui étaient déjà présents pour les 2 tables rondes de ce matin. Donc nous poursuivons les tables rondes organisées par l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Ce matin, il était question de sécurité des grands événements. Et cet après-midi, il est question de terrorisme. Et pour celles et ceux qui souhaitent se rendre au salon vendredi, il sera question de sécurité environnementale au sens très large, en tout cas des relations entre le changement climatique et la sécurité du pays. Cet après-midi, je le disais, il est question de terrorisme. 2 tables rondes qui vont se succéder. La première qui est consacrée au financement du terrorisme. Et pour celles et ceux qui souhaitent rester à partir de 15h30, il y aura une deuxième table ronde qui est là consacrée aux réseaux sociaux et à la relation réseaux sociaux, terrorisme et lutte contre le terrorisme. Concernant la table ronde de cet après-midi, avant de vous présenter les intervenants, je vous informe qu'elle est en version bilingue. Donc si parmi vous certains souhaitent l'écouter en anglais, il est possible de scanner le QR code qui s'affiche, de mettre ses écouteurs sur son téléphone portable et ensuite vous aurez la traduction simultanée en anglais. Les intervenants vont s'exprimer en français et je les interrogerai moi-même en français. Sans plus attendre, je vous les présente. Donc, ma droite vers ma gauche. Je commence par vous, maître Solène Clément. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Et vous êtes surtout présidente d'un observatoire, et pas n'importe lequel, puisque c'est l'Observatoire de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Donc vous aurez, je n'en doute pas, beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. J'enchaîne avec votre voisin Nicolas Eskenazi. Vous êtes docteur en droit de l'université Paris-Est-Créteil et vous avez réalisé une thèse de doctorat sur le financement du terrorisme. Mais vous n'êtes pas que chercheur, vous êtes aussi acteur dans le monde privé puisque vous êtes consultant, c'est ce que vous m'avez expliqué. Vous avez été consultant et maintenant vous êtes fonctionnaire, c'est ça? Vous travaillez pour le ministère de la Justice. Donc vous avez vu la coopération publique-privée d'abord en tant qu'objet d'étude, puis ensuite vous en êtes l'incarnation, puisque vous avez travaillé à la fois dans le secteur privé, puis dans le secteur public, si je comprends bien. Votre voisin, vous travaillez donc à l'autorité de contrôle, si j'ai bien compris. Vous êtes rattaché à la Banque de France. Et surtout, vous êtes responsable de la coordination. Vous allez nous expliquer. Je ne vous ai pas nommé Jean-Christophe Cabotte, bien sûr. Et donc, vous avez notamment des relations particulières avec le secteur bancaire. Et c'est de cela dont vous allez nous entretenir au cours de l'après-midi. Et enfin, votre voisine de droite, donc Madame Le Brignonen, vous êtes la directrice de Tracfin, qui est un service de renseignement parmi les 6 services de la communauté française du renseignement, donc service de premier cercle, et un service de renseignement qui a une action particulière en matière de lutte contre le financement du terrorisme, contre le blanchiment aussi de capitaux. Vous allez nous en parler. Et il y a dans le cadre de la lutte que vous menez au sein de ce service de renseignement des actions particulières qui fondent cette coopération publique-privée. Et c'est de coopération publique-privée qui va être aussi beaucoup question lors de cette table ronde, puisque l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur avait souhaité que l'on parle de cette coopération publique-privée dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Alors sans plus attendre, je vais me tourner surtout vers vous d'abord pour commencer, maître. Je rappelle donc, maître Solène Clément, que vous êtes avocate au barreau de Paris et vous êtes présidente de l'Observatoire de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Alors moi j'avais d'abord une question extrêmement simple pour commencer, parce que quand on parle de financement du terrorisme, les gens dans la salle entendent surtout terrorisme. Après ils entendent financement. Mais de quoi parle-t-on déjà? C'est une question très simple, mais le financement du terrorisme, c'est quoi? Et de quoi parle-t-on quand on dit qu'on lutte contre le financement du terrorisme? Merci beaucoup pour cette effectivement très bonne question. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, elle passe notamment, mais pas exclusivement, mais elle passe notamment par la lutte contre le financement du terrorisme. Et cette lutte contre le financement du terrorisme, elle a donné lieu à une réglementation qui est une réglementation de prévention. C'est-à-dire, cette réglementation de prévention, elle est à destination du secteur privé, d'où cette table ronde aujourd'hui avec le décloisonnement public-privé. C'est-à-dire que pour éviter que certains professionnels ne se trouvent instrumentalisés par leurs clients à leur insu à des opérations de financement du terrorisme,
est mis à leur charge une obligation de vigilance et une obligation de déclaration du soupçon. Donc, quand on parle de lutte contre le financement du terrorisme, on parle notamment d'une réglementation administrative qui oblige certains professionnels du secteur privé à être vigilants. Alors, vigilants sur quel volet ? D'abord, de savoir avec qui ils font affaire. C'est-à-dire, c'est peut-être le KYC dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou peut-être que vous avez vous-même fait l'objet de KYC, en tout cas, je l'imagine. Dérouler l'acronyme pour les gens dans la salle, KYC, donc Know Your Customer. Know Your Customer, c'est la connaissance de votre client. Si jamais vous avez fait une opération un petit peu exceptionnelle, votre banque a dû vous appeler pour vous demander des explications, des justificatifs. Pourquoi cela ? D'où vient l'argent ? Ça fait partie de l'obligation. Votre banque, elle a l'obligation de vigilance. Et si vous avez déjà reçu de tels appels téléphoniques ou de tels courriers, ça rentre là-dedans. Donc l'obligation de vigilance, elle consiste d'abord et avant tout à bien connaître son client. Qui est mon client ? Quelle est sa profession ? Quel est son patrimoine financier ? Et ça le permet aux professionnels de déterminer des profils qui, dans la suite de la relation d'affaires, leur permettront d'appréhender, de savoir si l'opération faite par leur client est cohérente ou non. Donc ça, c'est la première des choses. Connaissance de son client. Et ensuite, connaissance de l'objet et de la nature de sa relation d'affaires. Donc, pourquoi mon client vient me voir ? Quel est son but ? Donc, tout cela, à l'entrée en relation, le professionnel concerné, il doit le consigner. Et il doit le consigner parce qu'il se crée lui-même les outils pour déterminer, dans la suite de la relation d'affaires, de savoir si les opérations faites, elles sont cohérentes, typiques ou atypiques. Et dans un cas d'atypisme, on le verra par la suite, mais évidemment, il y a une obligation, le deuxième volet, c'est l'obligation de déclaration du soupçon, et donc d'envoyer les informations à Tracfin, mais je ne dévoile pas plus le mystère. Alors, simplement pour rester sur la définition, avant de lever totalement le mystère avec Madame Brunyonen, mais vous nous dites il y a une obligation d'information, une obligation de vigilance, on comprend ça aussi, dont on comprend aussi dans votre propos qu'elle porte beaucoup sur les banques, mais est-ce que le financement du terrorisme, c'est que bancaire ? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres formes de financement du terrorisme ? Est-ce que le microcrédit, les crédits à la consommation, c'est pas aussi, ou ça peut pas participer quelque part du financement du terrorisme ? Absolument. Et alors, je parle principalement des banques parce que c'est l'exemple le plus parlant pour tout le monde, et puis parce que ce sont les assujettis historiques. Mais les professionnels qui font l'objet de cette réglementation, il y a un nombre incalculable de secteurs, en tout cas, enfin pas incalculable, une bonne vingtaine de secteurs, qui embrassent une diversité de professionnels très grande. Et parmi ces secteurs, vous avez des secteurs comme les avocats, les professions juridiques, judiciaires, elles sont assujetties. Mes confrères, dans certains cas, mais mes confrères, ils doivent faire exactement la même chose que les grandes banques. Les professions du chiffre, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les professionnels de l'art aussi, les antiquaires, les galeristes, les agents sportifs également, le monde des cryptoactifs dans une certaine mesure, qui est de plus en plus grande, on peut quasiment dire tout le monde des cryptoactifs, les conseillers en gestion de patrimoine, donc vous avez toute une liste et c'est assez vaste. Et donc tous ces professionnels doivent mettre, les agents immobiliers bien sûr évidemment, et tous ces professionnels à leur niveau doivent mettre en œuvre ces obligations de vigilance. Donc on a un système de millefeuille, c'est-à-dire qu'on a un système où chaque acteur, chaque professionnel va pouvoir apporter sa plus-value. C'est-à-dire que si on prend par exemple une opération immobilière, l'agent immobilier est tenu de faire toutes ces obligations de vigilance. Et puis, si le client passe par un prêt bancaire, de nouveau, toutes ces obligations de vigilance vont être performées. S'il y a un notaire, puisqu'il y a un notaire, le notaire de même va faire toutes ces obligations de vigilance. Et donc, l'idée, c'est cette réglementation, elle crée un système complet où tous les professionnels vont venir se compléter à un moment donné et ils vont pouvoir, à leur niveau, par rapport à leur expérience, de leur connaissance du secteur, détecter tous les atypismes. Alors, merci justement pour nous avoir expliqué
en quoi justement il y avait ces obligations particulières de déclaration, de vigilance, et que en fait ça embrassait très large, et notamment beaucoup de secteurs de la vie économique. Et je voulais me tourner un instant vers Nicolas Eskenazi, parce que quand on a préparé cette table ronde et qu'on a pu échanger notamment par téléphone, vous me confiez qu'il y avait eu un peu un avant, un après 11 septembre 2001 en matière de financement du terrorisme. Vous allez nous détailler cela, mais avant ça, moi j'avais une première question, c'est un terroriste, ça se finance comment ? Parce que là, on a des cas concrets d'opérateurs, d'acteurs de la vie économique qui doivent déclarer des choses ou qui sont soumis à une réglementation, c'est la définition, mais comment ça se finance, un terroriste ? Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir sur la... Portez votre micro. Pardon. Voilà. La réponse à cette question questionne surtout la période dans laquelle on se situe. Aujourd'hui, on finance un terroriste par tout moyen. Clairement, vu le mode opératoire utilisé, qui est très low cost, on finance un terroriste par tout moyen. Avant 2001, et précisément c'est en ça que j'en viens à l'origine de la législation telle qu'elle existe aujourd'hui, avant 2001, le terrorisme existait, naturellement, existe depuis aussi longtemps que l'humanité est en capacité d'écrire sa propre histoire. Mais durant la guerre froide, particulièrement durant la guerre froide, le terrorisme était une arme utilisée par les superpuissances en confrontation pour s'affronter indirectement. On pense notamment aux moudjahidines afghans qui ont été armés, financés par les États-Unis contre les soviétiques durant la guerre en Afghanistan et qui par la suite se sont regroupés au sein d'une organisation qui deviendra Al-Qaïda. Or précisément avec 1991 et la fin de l'affrontement Est-Ouest, ces groupes armés qui ont été financés et armés, donc voilà comment on finance un terroriste, par les États, donc l'essentiel des flux financiers durant cette époque était essentiellement relié à Moscou et Washington. Après 1991, ces groupes armés s'émancipent de leur tutelle étatique et commencent à agir suivant leurs propres intérêts. Et ce changement de paradigme commence à se matérialiser dès 1993, avec un premier attentat raté contre le World Trade Center et de manière beaucoup plus intense en 1998, avec les attentats perpétrés contre les ambassades américaines de Nairobi et de Dar es Salaam. Vous voulez dire que Al-Qaïda, pour ne pas citer cette organisation terroriste, mais c'est elle qui est à l'origine des attentats que vous évoquez, s'auto-finançait ? Elle était essentiellement financée par des grands mécènes. On pense à, évidemment, son leader historique, qui était lui-même un milliardaire. Oussama Ben Laden. Voilà. Et qui était financé aussi, qui utilisait les rouages de la finance. Et c'est de cette manière que la législation a véritablement émergé. Donc oui, c'était un financement beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui, Al-Qaïda. Aujourd'hui, encore une fois, des salaires assez minimes permettent de commettre des attentats de encore faible intensité sur le plan financier, forte intensité sur le plan médiatique. Si on s'arrête un instant sur la figure d'Oussama Ben Laden, vous le disiez, il y a une part d'autofinancement parce qu'il avait une fortune personnelle. La famille Ben Laden est une grande famille de constructeurs, enfin de groupes de construction. Absolument. En Arabie Saoudite. Mais il y a une part qui n'est pas familiale. Et donc d'où venait-elle ? Alors il y a une part qui n'est pas familiale. Elle était aussi reliée à certains États. À un moment donné, il faut savoir que Ben Laden s'est établi au Soudan en 1996 et a commencé à exploiter les ressources sous le régime de M. Al-Tourabi, qui était à l'époque le dirigeant soudanais, et qui a commencé à financer justement via des systèmes tout à fait standards de PPP, en fait, de partenariat public-privé, des routes, des centrales nucléaires. Enfin, c'était un riche industriel qui investissait dans ce pays et qui avait des retours sur investissement, comme n'importe quel entrepreneur. Il faut savoir aussi qu'il avait une holding qui était notamment domiciliée en Somalie et qui elle-même avait des ramifications partout dans le monde. Il exploitait aussi, vous l'avez évoqué dans votre introduction, les organismes à but non lucratif, les OBNL dans le jargon de la LCBFT, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui étaient des énormes failles à cette époque-là également et qui permettaient de financer le terrorisme international, évidemment. Et donc arrivent les attentats du 11 septembre 2001, Al-Qaïda les revendique, et alors qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, on s'intéresse au financement du terrorisme ? On commence à s'y intéresser justement après 1998, après les attentats perpétrés contre les ambassades américaines. C'est d'ailleurs la France qui sera à l'initiative d'une convention internationale, la Convention internationale de lutte contre le financement du terrorisme, qui sera adoptée en 1999, mais qui n'entrera en vigueur qu'en 2002, faute de signataires suffisants dans les années 90. Donc c'est la preuve, s'il en fallait une, que la lutte contre le financement du terrorisme était à cette époque véritablement le parent pauvre de la lutte globale contre le terrorisme, parce que vous l'aviez évoqué, effectivement, le volet financier n'est qu'un aspect de la lutte globale contre le terrorisme. Avec 2001, effectivement, le monde entier comprend que les États-Unis n'ont pas été attaqués par une puissance étrangère au sens du droit de la guerre tout à fait conventionnel, mais par un groupe privé, avec à sa tête un riche individu apatride d'origine saoudienne. Et c'est à partir de ce moment-là, véritablement, qu'on commence à comprendre que lutter contre le financement des organisations terroristes est un moyen d'impacter substantiellement leur capacité d'action. Cette compréhension se matérialise de deux manières. La première se matérialise 2 semaines après les attentats du 11 septembre, le 28 septembre.
dans la salle du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisqu'à cette date est adoptée une résolution qui encore aujourd'hui fait date, la résolution 1373, que vous devez sans doute connaître, et qui impose, et je dis bien impose de manière tout à fait contraignante aux États deux choses, d'incriminer le financement du terrorisme, parce qu'il faut savoir que ce n'était pas le cas avant dans la législation nationale, et de geler tous les avoirs terroristes qui pourraient être en circulation sur leur territoire. La deuxième date à retenir, c'est les 29 et 30 octobre 2001. Donc un mois plus tard, le GAFI, le groupe d'action financière, qui est un organisme de normalisation qui, depuis sa création en 1989, a la charge d'élaborer des normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Et lors de cette réunion à Washington, le GAFI décide de manière totalement autonome d'étendre son mandat à la lutte contre le financement du terrorisme. Et pour ce faire, le GAFI adopte 8 recommandations spéciales. Une 9e viendra s'ajouter en 2004. Et ces 9 recommandations spéciales, encore aujourd'hui, constituent véritablement le socle fondateur de la lutte contre le financement du terrorisme. Donc la lutte contre le financement du terrorisme, à partir du 11 septembre 2001, vient s'adosser aux acquis institutionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux pour former le dispositif qu'on appelle aujourd'hui LCBFT, qui est composé d'un arsenal d'obligations qui s'impose de manière tout à fait contraignante aux entités assujetties. Et c'est de cette manière qu'on en vient véritablement au cœur de cette table ronde, à savoir l'implication du secteur privé dans la lutte contre le financement du terrorisme. Alors justement, avant de vous redonner la parole pour vous interroger sur ces formes de coopération publique-privée effective, puis que vous avez constaté dans le cadre de vos activités professionnelles, à la fois côté secteur privé puis côté secteur public, je voulais me retourner un instant à nouveau vers vous, maître, parce que ce que nous disait Nicolas Eskenazi est extrêmement intéressant. L'évolution de la menace, la façon dont les organisations terroristes internationales sont capables de mener des attentats de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiqués, fait que les États s'interrogent sur les modes de financement de ces attentats, et que donc le droit positif suit un peu l'évolution de la menace. Alors, justement, sur l'évolution de la réglementation, est-ce que vous constatez que le droit suit l'évolution et la mutation des menaces ? Est-ce que, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on parle plus volontiers de terrorisme low cost qu'on en parlait il y a encore 20 ans, au moment des attentats du 11 septembre 2001, vous voyez des normes qui changent, des jurisprudences qui évoluent ? Est-ce que vous voyez une évolution de notre droit ? Oui, tout à fait. En effet, il faut bien voir que les sources de financement ont absolument évolué. On n'est plus du tout dans le cas des attentats de 2001. On a pu le voir également avec Al-Qaïda. Ils avaient pris pour financement, il y a l'enlèvement contre rançon, il y a la prise de possession de différentes industries. Mais ensuite, il faut bouger cet argent. Donc, et il faut essayer de venir utiliser du coup le secteur bancaire. Donc, et en même temps, en parallèle, vous avez en effet les attentats low cost, c'est-à-dire que voler un camion et foncer dans la foule, ça coûte pas grand-chose. Prendre un couteau, se déplacer à l'Arc de Triomphe, crier et tuer quelqu'un, ça coûte 2,85 €. Donc, c'est-à-dire que la lutte contre le financement du terrorisme, elle doit à la fois être en capacité de détecter évidemment les gros flux, mais à côté de ça, évidemment, il faut être capable de détecter les petits flux. Et c'est en ça où je réponds à votre question, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution de la réglementation, par exemple, ça a été l'abaissement de plusieurs seuils. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser de l'espèce pour régler un achat au-dessus de 1 000 €. Vous ne pouvez pas aller acheter un ordinateur avec une petite pomme devant. Vous ne pouvez pas le payer en espèces. Donc, par exemple, ça, c'est une des choses où on n'attrape pas des petites choses avec des grosses raquettes. Et donc, c'est en ça où le filet il est en train de se rétrécir. Nicolas Eskenazi, vous vouliez réagir ? Juste, effectivement, pour donner des chiffres, vous aviez évoqué l'attentat de Nice. Nice, c'est 2 500 €. Ça a été chiffré. Le 11 septembre, c'est 500 000 €. Donc voilà, juste pour donner un ordre d'idée, on n'est pas du tout dans les mêmes montants. Mais alors, justement, vous évoquiez l'abaissement des montants, considérant que parce que le terrorisme devient low cost, il faut surveiller aussi les petits montants. Et on fait peser quand même, j'entends, beaucoup d'obligations sur les opérateurs économiques et notamment les établissements bancaires, mais comment de bonne foi peuvent-ils savoir ce qui va être fait ou l'usage qui va être fait des fonds ? Parce qu'on parle souvent, par exemple, vous parlez du crédit ou des microcrédits, admettons un établissement bancaire qui aiderait des ONG dans la zone sahélo-saharienne, comment est-ce qu'il peut savoir que l'argent qui est prêté ne va pas, en bout de chaîne, finir à financer une organisation terroriste locale ? Bien, l'établissement pose des questions, il se renseigne et il doit avoir l'intime conviction, en tout cas il doit se dire qu'il n'a pas de doute, qu'il est confortable à avoir ce client et à autoriser ce flux financier. Si
il y a un doute, alors dans ces cas-là, c'est la déclaration de soupçon. C'est assez vaste en fait. On n'est pas dans le droit pénal. Les établissements financiers, les opérateurs privés n'ont pas à avoir l'intime conviction d'un juge, d'un magistrat au tribunal correctionnel. Ils ont à se poser la question de savoir est-ce qu'ils ont un doute. Et le doute, c'est quand même bien plus vaste que l'intime conviction. Donc si l'établissement bancaire, il voit passer des flux qui vont vers une association, un organisme à but non lucratif, une association dans la zone sahélienne, eh ben, j'espère qu'il va quand même obtenir beaucoup de documents, parce que s'il ne le fait pas, alors la CPR pourra venir et lui demander des comptes. Alors, avant justement d'aller me tourner vers ceux qui peuvent demander des comptes, le cas échéant, je voulais revenir un instant vers Nicolas Eskenazi, parce que vous avez évoqué la relation publique-privée. Et notamment, vous avez dit, avant que Maître Clément ne reprenne la parole, vous avez dit, mais le fait que la législation évolue positivement après les attentats du 11 septembre 2001 a accéléré quand même le dialogue public-privé. Est-ce que vous pouvez nous illustrer cela? En quoi il y a eu une accélération du dialogue public-privé? C'était des gens qui avant ne se parlaient pas et qui maintenant se parlent davantage? C'est comme ça qu'on peut le présenter? Clairement, oui. Avant, c'était les établissements. Il faut savoir que Ben Laden avait ses comptes à la HSBC en Suisse, à Genève. C'était tout à fait connu. Donc clairement, à partir de 2001, les choses changent radicalement. Donc oui, il y a une coopération qui se fait. Après, la question, c'est surtout de savoir comment est-ce que ces établissements accueillent cette législation extrêmement contraignante pour eux, et qui finalement les empêche de faire du business quelque part. À cette question, on peut répondre positivement. Parce que, encore une fois, un établissement bancaire qui expose fortement sa réputation en cas de financement, même par inadvertance, du terrorisme. Donc, les établissements bancaires, et pas que, encore une fois, quand on pense à Lafarge aujourd'hui, je pense que tout le monde, ça évoque un peu, quand même, malgré tout, dans l'inconscient, ça évoque Daesh. L'image de marque a été fortement impactée, justement, par cette opération de financement qui était un peu malheureuse, très malheureuse même. Et donc les établissements privés, d'une manière générale, ont compris que leur actif réputationnel était un actif extrêmement précieux qu'il fallait savoir préserver. Donc en ça que la coopération avec le secteur public a pu s'améliorer avec le temps. C'est-à-dire que les banques ont un intérêt objectif à coopérer. Un intérêt qui devient même économique à coopérer. Donc le secret bancaire n'est pas opposable en somme. C'est un peu ce vers quoi on tend, mais mes voisins nous le dira. Mes voisins pourront pas, mais bien sûr. Dernière question, est-ce que vous avez un exemple concret de coopération publique-privée que vous avez constaté dans le cadre de vos travaux de thèse, ou alors quand vous étiez en fonction dans le secteur privé, qui montre que justement c'est relativement fluide entre les deux mondes? En fait, c'est très simple, c'est que les entités assujetties sont très en demande d'opérations d'audit de la part de sociétés de consulting dans lesquelles j'ai travaillé. Par exemple, il y a eu quelques scandales financiers, parce que j'ai travaillé au Luxembourg pendant 4 ans. Il y a eu des scandales financiers qui ont émergé en Europe quand j'y étais. Et il faut savoir que ces scandales financiers étaient du pain béni pour les organisations de conseil et d'audit, parce que d'un seul coup, tous les établissements bancaires de la place voulaient voir leur système LCBFT audité, pour être sûr que justement, une amende qui, en général, sont très salées, on parle de centaines de millions d'euros, n'allait pas leur tomber dessus. Voilà. C'est très clair, c'est très clair. Je me permets de me tourner vers vous, Madame Maryvonne Le Brignonen, donc directrice de Tracfin. Tracfin, donc traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, service de renseignement, on le disait, 2 premiers cercles, donc pleinement ancrés dans la communauté française du renseignement. Peut-être d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui sont dans la salle, qui ne connaîtraient pas très bien Tracfin, ce que fait concrètement ce service de renseignement, qui est peut-être moins connu que la DGSE ou la DGSI, mais dont l'action est tout aussi essentielle à la lutte contre le terrorisme? Merci. Donc Tracfin, effectivement, c'est un service qui a une double identité. C'est à la fois la cellule de renseignement financier qui a été créée en 1990 au sommet de l'Arche pour lutter contre le blanchiment d'argent et principalement le blanchiment du trafic de stupéfiants. Et historiquement, c'est ça la création de Tracfin, et qui a vu ses compétences s'élargir, et notamment en 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme, et qui en 2008 est devenu un service de renseignement du premier cercle comme la DGSI et la DGSE. Alors, vous avez un schéma à l'écran, je ne sais pas s'il se voit très bien, mais ça a été largement expliqué par Madame. Le système français de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et aussi la fraude aux finances publiques. Il y a à la fois un volet préventif, donc je vais en parler un tout petit peu plus, qui vient des informations qui sont transmises par le secteur privé,
À l'intersection, Tracfin qui traite et enrichit ces informations, et ensuite un volet répressif, puisque nous, les notes de transmission que fait Tracfin sont susceptibles d'être transmises à l'autorité judiciaire, à d'autres services de renseignement, à d'autres administrations. Donc le partenariat public-privé, en fait, c'est la clé de voûte du système des cellules de renseignement financier de Tracfin, puisque nous, pour travailler, nous avons besoin d'informations. Et ces informations, nous les recevons à 95% de la part des professionnels qui sont assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, comme Madame l'expliquait, au premier chef, les établissements bancaires, mais aussi les établissements de paiement, les compagnies d'assurance et toute une galaxie de professions non financières qui ont été citées par Madame. Et ces personnes, à différentes étapes, je dirais, de leur relation client, elles peuvent voir soit des infractions qui sont punies de plus d'1 an de prison et leur blanchiment, ou bien des tentatives de financement du terrorisme. Et ce que dit le Code monétaire et financier, c'est que lorsque ces professionnels savent, soupçonnent ou ont des bonnes raisons de soupçonner, donc comme le disait Madame, on est très loin de l'intime conviction qu'on va être face à une opération de financement du terrorisme à cause de la personne qui veut faire le financement, la destination des fonds, les caractéristiques de l'opération. Voilà, quand il y a un doute, ces professionnels, ils doivent faire une déclaration de soupçon à Tracfin. Alors, quand ils font cette déclaration de soupçon à Tracfin, ça c'est important, ils sont dégagés de leurs obligations pénales. C'est-à-dire que même si les investigations de Tracfin vont montrer que finalement on va lever le soupçon, qu'il n'y avait pas d'infraction, ils ne pourront pas être pénalement attaqués, et notamment parce que la déclaration de soupçon, elle est absolument confidentielle. Lorsqu'un professionnel va faire une déclaration de soupçon sur une banque, par exemple, sur un de ses clients, parce qu'elle soupçonne du financement du terrorisme, elle soupçonne un blanchiment, elle soupçonne de la fraude fiscale, elle a interdiction de le dire à son client, et Tracfin a interdiction de révéler l'existence de cette déclaration de soupçon. Ce secret, c'est la clé de voûte du système, et c'est la clé de voûte de la confiance. Et donc, une fois que Tracfin a reçu ces déclarations de soupçon, nous, ce que nous faisons, c'est que nous les travaillons, nous les investiguons. Tracfin a accès à un certain nombre de bases publiques, de bases fiscales, de bases sociales, de bases du ministère de l'Intérieur, de bases du ministère de la Justice. Et Tracfin a aussi un droit de communication sur l'ensemble des professionnels assujettis pour demander des informations complémentaires. Et donc, sur la base de tous ces éléments, Tracfin va forger aussi sa conviction, même si Tracfin ne va pas qualifier pénalement, je dirais, l'opération, et va faire une note de transmission. Donc là, en matière de financement du terrorisme, la note de transmission, elle va soit être transmise à la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est chef de file en matière de terrorisme, ou au parquet national antiterroriste. Je vous interrogerai dans un instant justement sur la coopération interservices, mais avant ça, une première question qui me venait en vous écoutant. Vous croulez pas sous les signalements? Parce que si des opérateurs économiques ont un intérêt objectif à vous signaler des opérations, peut-être qu'ils peuvent l'avoir aussi pour se couvrir. Et est-ce que vous n'avez pas des signalements trop nombreux ou inopportuns, ou de simple couverture ou de simple opportunité? Alors, c'est vrai que le nombre de déclarations de soupçons reçues par Tracfin augmente de manière exponentielle depuis une dizaine d'années. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes équipés en fait d'une intelligence artificielle pour nous aider à trier ces déclarations de soupçons, à les mettre en relation les unes avec les autres, à identifier les montants avec le plus d'enjeux, à identifier les réseaux. Ça, c'est le premier point. Donc, cette augmentation, c'est un signe de bonne santé du système de détection, même si effectivement, il peut y avoir ce qu'on appelle les déclarations de dérisking. Après, nous avons tout un volet de notre activité qui consiste à faire de la pédagogie. Et là, on rentre dans le partenariat public-privé, donc je ne vais peut-être pas aller très loin, mais de faire de la pédagogie vis-à-vis de nos professionnels assujettis pour qu'ils soient en permanence au courant des nouveaux phénomènes de fraude, de financement du terrorisme, et qu'ils sachent ce que c'est une déclaration de soupçon, ce qui doit susciter leur inquiétude et quelles informations ils doivent nous donner pour qu'on puisse correctement l'exploiter. Alors vous parlez d'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'industriels dans la salle, certains du secteur du numérique et de l'informatique. C'est quel type d'intelligence artificielle? Vous avez recours à des logiciels spécifiques qui sont du coup particuliers à votre activité? Nous avons une cellule data science, donc c'est des choses qui sont développées compte tenu de la sensibilité, c'est des choses qu'on développe totalement en interne.
Alors éventuellement avec l'aide ponctuelle du secteur privé, mais c'est un développement interne. Et concernant, parce que vous avez promis aussi une question sur ce sujet, la coopération interservice, parce que on comprend aussi que Tracfin est un extraordinaire réceptacle ou récepteur. Vous recevez beaucoup d'informations. Cette information, vous devez la trier au moyen de logiciels, vous venez de nous dire, mais pas seulement. Et ensuite, comment est-ce qu'elle passe vers d'autres services? Vous disiez que la Direction générale de la sécurité intérieure est le service chef de file en matière de lutte antiterroriste en France. Mais comment s'organise cette coopération interservice pour que justement l'information circule bien? Alors dans un sens, votre service vers ce service-là. Et question dans la question, est-ce qu'il y a une circulation inverse? C'est-à-dire, est-ce que d'autres services peuvent venir vous voir, vous, Tracfin, en vous disant, mais on a vu ça et on aimerait aller plus loin sur les investigations en matière de financement? Alors effectivement, on peut recevoir des informations d'autres services, alors d'autres services de renseignement, mais aussi en fait de toutes les entités chargées d'une mission de service public. Donc l'administration fiscale, l'administration sociale, par exemple, en termes de fraude aux finances publiques, ça s'appelle une information de soupçon. Et ça représente 4 à 5% en volume des informations que nous recevons et qui sont intégrées à notre système d'information et qui font effectivement partie des données qu'on traite. Donc effectivement, comme on le voyait tout à l'heure sur le schéma, Tracfin, c'est vraiment l'intersection des volets préventifs et répressifs. Nous n'avons pas de capacité d'audition, nous n'avons pas de capacité de sanction. Comme je dis souvent à nos équipes, il faut que quelqu'un rattrape notre ballon. Donc effectivement, nous, les informations que nous avons traitées, les notes de transmission que nous avons préparées en matière de terrorisme, effectivement, elles vont être envoyées à la Direction générale de la sécurité intérieure qui va les insérer dans le cadre de ses propres travaux, puisque dans le cadre d'un travail sur une tentative d'attentat terroriste, le financement, c'est un volet parmi d'autres, ou bien lorsque les faits vraiment sont pénalement établis, on transmet ça au parquet national antiterroriste. Donc ça, c'est aussi des relations, bien sûr, au quotidien, avec une très bonne connaissance des interlocuteurs. Mais de façon très concrète, pour que les gens dans la salle comprennent bien, ça veut dire que la Direction générale de la sécurité intérieure peut cibler tel ou tel individu dans le cadre d'investigation, par exemple pour prévenir la commission d'attentat terroriste, vous dire, je pense que ces individus se financent de telle manière, regardez, dites-nous, et ils peuvent vous interroger comme ça. Tout à fait, c'est vraiment une coopération très étroite entre des différents services du premier cercle. Ce sont des coopérations qui se sont beaucoup intensifiées, bien sûr, depuis les attentats de 2015 auxquels a fait face la France. Et dernière question pour ma part, mais vous parliez de la coopération publique-privée. Pareil, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de manière concrète? Comment cela se manifeste au quotidien? Donc j'imagine que les établissements bancaires sont des interlocuteurs multi-quotidiens, ne serait-ce que parce que vous venez de nous expliquer qu'ils vous informent, ils vous signalent. Mais vous disiez tout à l'heure que vous faisiez aussi un peu de prévention, en tout cas de pédagogie à leur destination, que vous alliez les voir, que vous échangiez. Donc ces rapports, j'imagine, sont très fluides, vous vous connaissez bien et vous avez des échanges réguliers. Alors effectivement, c'est des rapports qui sont très fluides. À Tracfin, chaque gros groupe bancaire a un référent particulier. Et ensuite, pour des professions comme les notaires ou les avocats, ils ont aussi des référents chez Tracfin. Nous, d'abord, ils ont effectivement ce point de contact. Ensuite, nous avons des relations très régulières avec eux, des réunions de place plusieurs fois par an. Nous faisons, mais Jean-Christophe va compléter avec la CPR, des lignes directrices. Nous pouvons faire des appels à vigilance sur certains nouveaux phénomènes à nos professionnels assujettis. Donc c'est vraiment effectivement une relation quotidienne, puisque ces informations qui nous viennent du secteur privé, c'est vraiment la clé de voûte du système pour nous, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et en matière effectivement de lutte contre le terrorisme, depuis 2019, Tracfin a mis en place avec les principaux établissements bancaires de la place un comité de lutte contre le financement du terrorisme où il y a effectivement des rencontres régulières et une sensibilisation des échanges d'informations qui vont encore un peu plus loin pour que la vigilance des établissements bancaires soit le plus précis, des établissements bancaires et des établissements de paiement soit le plus précise et le plus efficace possible. Là, on n'a parlé que de prévention de la commission d'attentats terroristes, mais une fois que les attentats sont commis, vous pouvez aussi être saisi pour remonter les flux dans le cadre d'une enquête qui serait, par exemple, dirigée par le parquet national antiterroriste? Absolument, puisque le parquet national antiterroriste peut aussi nous faire des informations de soupçon. Donc bien sûr, nous travaillons aussi sur les enquêtes en cours. Donc ça marche dans les deux sens. Tout à fait. Et je vais me tourner vers vous, Jean-Christophe Cabotte. Naturellement, nous sommes extrêmement heureux de vous entendre.
Et vous êtes donc au sein de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est comme ça que ça s'appelle, donc l'ACPR, autorité de contrôle prudentiel et résolution. Peut-être même question que à Madame la directrice de Tracfin, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'est cette autorité, en quoi elle consiste, comment elle travaille? Parce que le grand public ne la connaît pas, et pourtant elle a une action qui est absolument décisive, là aussi, dans la relation aux établissements bancaires. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est, comme son nom l'indique, une autorité de contrôle du secteur financier. Donc, le public assujetti à notre contrôle, c'est les établissements de crédit dont on a parlé beaucoup, les établissements de paiement, de monnaie électronique, les assurances, les mutuelles, les entreprises d'investissement, les prestataires de services sur actifs numériques qui se développent, et toute une foule d'intermédiaires entre les clients et le secteur financier. Donc, le contrôle, il date depuis très très longtemps. Le contrôle du secteur bancaire est pratiquement plus d'un siècle. Mais le contrôle, il divise en 3 grands aspects. Le contrôle de la solidité financière des établissements, ça je vous en parlerai pas trop. C'est éviter qu'il y ait des crises. Et en cas de crise, c'est la partie résolution, c'est le R qui a été rajouté. L'autre aspect, c'est la qualité de la relation avec la clientèle. Pour éviter que des contrats ou que des produits soient vendus de façon un peu trop rapide ou sans faire trop attention à la personne à qui on le vend, pour éviter les types d'escroqueries ou l'endettement, le surendettement. Et puis surtout, le point qui nous intéresse, c'est vérifier que tous les acteurs qui nous sont assujettis ont un dispositif de lutte anti-blanchiment qui soit efficace. Parce qu'effectivement, toutes les déclarations de soupçons qui arrivent par la suite à Tracfin n'arrivent que parce que, comme ça a été rappelé par Maître Clément, les établissements connaissent leurs clients. Donc ça, il faut s'assurer que nous assurons que les établissements aient en place un dispositif qui leur permette de connaître tous leurs clients, personnes physiques, personnes morales, sociétés, associations, tout le secteur. Il faut s'assurer qu'ils ont en place un dispositif qui filtre ou qui traite les opérations. Pour savoir si une opération est atypique par rapport à ce qu'on connaît d'un client, il faut à la fois connaître le client et comprendre l'opération qu'il est en train de mettre en place. Et puis il faut s'assurer qu'ils ont un dispositif qui est capable, une fois que la détection est faite, de poser un certain nombre de questions pour lever le doute ou le confirmer, et à ce moment-là, de faire une déclaration à Tracfin. Donc sans le contrôle, et associé au contrôle, je pourrais vous en dire un mot tout à l'heure si vous voulez, mais il y a des sanctions. Sans contrôle et sans sanction, mon intime conviction, pour reprendre votre terme, c'est que ça marcherait moins bien. Et donc tout le cadre juridique qui est le nôtre, il vient de 2 grandes sources. Les sources internationales avec le GAFI, dont on a parlé tout à l'heure, qui par ses recommandations guide l'ensemble des États de la planète pour savoir comment mettre en place leur dispositif. Alors c'est pas prescriptif sur la façon de le faire, mais sur le résultat à obtenir et sur les dispositifs à mettre en place, ça oui. Et puis l'autre source, c'est le droit européen, avec des directives et puis maintenant des règlements même, qui sont en cours de discussion, donc qui n'auront plus de transposition nationale, mais qui seront d'application directe. On a un corpus juridique qui s'impose à la fois à nous, superviseurs, un peu aux cellules de renseignement financier, beaucoup au personnel, aux établissements déclarants, notamment financiers. Et au quotidien, comment se manifeste le contrôle? C'est du contrôle sur pièce? Vous demandez qu'on vous fournisse des documents sur place? Vous envoyez des gens contrôler les deux? Les deux. Les deux. D'accord. Donc vous envoyez aussi des contrôleurs. Oui. Alors il y a les deux aspects. Donc il y a un contrôle qu'on appelle permanent qui est sur pièce. Donc les établissements financiers nous envoient un reporting régulièrement. Alors à la fois un peu chiffré, statistique, et puis aussi plus littéral sur la qualité de leur dispositif, sur les évolutions qui sont faites. Et puis nous analysons ça, nous les rencontrons régulièrement pour voir les nouveautés chez eux, quels sont les nouveaux risques que eux évaluent, les nouveaux produits qu'ils sont en train de diffuser, enfin de tester, et quel est le risque que ce nouveau produit peut faire courir pour eux et puis pour l'ensemble de la sphère financière. Et puis le deuxième aspect, c'est une fois qu'on a eu ces échanges de contrôle permanent, on va avoir un contrôle sur place. Et donc il y a des inspecteurs de la CPR qui vont sur place dans les établissements de crédit, dans les assurances, dans les établissements de paiement, pour vérifier que les dossiers sont bien tenus. Donc on va prendre une sélection de dossiers. Alors là aussi, nous on a un petit peu d'intelligence artificielle qui nous aide à sélectionner les dossiers pour essayer de trouver... on ne cherche pas à avoir un échantillon représentatif de tous les dossiers, on cherche à avoir un échantillon des dossiers qui ne vont pas bien. Donc il faut détecter ceux qui ne marchent pas très bien pour aller leur dire, voilà, là vous avez un dispositif qui a une faille parce que vous n'arrivez pas à détecter tel type de profil, tel type d'opération. Et puis on va vérifier que les opérations sont suffisamment tenues, on va vérifier qu'ils font des déclarations à Tracfin. Et puis dans les informations de soupçon que citait Maryvonne tout à l'heure,
il peut y avoir le cas de contrôle sur place qui se rend compte que des opérations ont été faites qui auraient dû mériter une déclaration de soupçon. La déclaration n'a pas été faite. Et à ce moment-là, soit l'établissement qui est contrôlé le reconnaît et fait lui-même la déclaration, soit nous transmettons l'information à Tracfin pour dire attention, là il y a une information qui pouvait contenir toutes sortes de fraudes, du blanchiment ou du financement du terrorisme. On imagine parfois assez volontiers le monde de la finance et surtout le secteur bancaire comme un secteur qui aime cultiver le secret. Alors, est-ce qu'on vous oppose ce secret ? Est-ce qu'on vous dit on ne veut pas, ou est-ce que sans que le refus soit aussi explicite, il y a une forme on va dire de lenteur ou de nonchalance qui ferait que vous ne pourriez pas contrôler ou qu'il y aurait une forme de résistance au contrôle ? Alors non, pour plein de raisons. Non, parce que le secteur bancaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est habitué de très longue date à être contrôlé. Alors, pas forcément sur le blanchiment depuis le tout début, mais il est très habitué à être contrôlé. Et depuis toujours, le secret bancaire est inopposable à la commission bancaire, l'ancêtre de la CPR, ou à nous maintenant. Il nous est jamais opposé non plus parce que le Code monétaire et financier, dans sa grande sagesse, prévoit une sanction pénale en cas d'opposition au contrôle, enfin d'obstruction au contrôle. Et alors je modère un tout petit peu ce que je vous dis, il peut y avoir une forme de lenteur, ça va dépendre du type de l'assujetti contrôlé. Sur les plus anciens, les plus historiques, le secteur bancaire, le secteur des assurances, ils ont l'habitude, il n'y a aucun problème, on obtient tout ce qu'on veut au moment de la demande ou sur place. Les acteurs les plus récents, qui ont une culture différente, qui sont d'abord des industriels ou des ingénieurs et qui montent un projet et qui ensuite se disent « Ah ben oui, c'est vrai que je dois être contrôlé », l'habitude n'est pas encore prise. C'est jamais de la mauvaise volonté, c'est une habitude qui n'est pas encore prise. Donc on va faire de la pédagogie et les sanctions parfois participent à la pédagogie. D'accord. Et justement, le secteur bancaire, il ne connaît pas vraiment les frontières. Il y a une dimension qui est une dimension européenne, internationale. Nicolas Eskenazi a évoqué tout à l'heure le fait que Oussama Ben Laden avait ses comptes chez HSBC. Est-ce que c'est un obstacle, cette imbrication ou cette internationalisation du secteur bancaire dans la conduite de votre action de contrôle ? Alors peut-être que la position sera différente entre Tracfin et la CPR, mais de notre point de vue, là encore, la coopération entre les superviseurs, nous on n'est pas sur l'enquête proprement dite, on est sur la façon dont on contrôle un groupe, notamment bancaire ou d'assurance. Et là, la coopération entre les autorités de contrôle, elle est ancienne là aussi. Donc elle est plus récente en matière de lutte contre le financement du terrorisme et la lutte anti-blanchiment, mais on a ce qu'on appelle des collèges, donc on réunit, c'est prévu par nos textes, on réunit les différents superviseurs d'un même groupe. Et puis on se parle entre Français, Belges, Allemands, Espagnols, et on fait venir ce qu'on appelle les pays tiers, donc hors Union européenne, pour partager notre vision du risque porté par l'établissement, par le groupe, et puis de la qualité de son dispositif. Quand il s'agit d'un groupe français, nous on va s'intéresser au pilotage par la maison mère de l'ensemble de ses succursales et filiales dans le monde. Et puis bien sûr, dans l'autre sens, quand c'est un groupe étranger qui a une présence en France, nous on va dire à l'autorité du pays d'origine ce que nous on pense de l'action de sa succursale ou filiale en France. Question aussi, donc à vous, Marie-Vonne Le Bruyne, les frontières sont-elles un obstacle, pour le dire très simplement, parce que quand vous menez vos investigations, par nature, elles sont internationales, surtout sur un sujet comme le financement du terrorisme. Vous arrivez à mener des investigations au-delà du cadre de nos frontières, qu'il s'agisse des frontières nationales ou des frontières de l'Union européenne ? Alors oui, et ça a été pensé dès le départ, puisque l'objectif des cellules de renseignement financier, c'est de suivre l'argent. Donc des cellules de renseignement financier comme Tracfin, il y en a 164 dans le monde. Et les standards du GAFI, donc qui sont les standards internationaux, qui sont déclinés ensuite dans des directives européennes, puis qui après ont été déclinés dans le Code monétaire et financier et dans les réglementations nationales, prévoient que les cellules de renseignement financier, non seulement elles peuvent, mais elles doivent se communiquer de l'information. On a d'ailleurs même un système d'information dédié à ces échanges d'informations entre cellules de renseignement financière. Donc à la fois, on peut nous demander à la cellule de renseignement financier d'un autre pays des informations lorsque l'on voit que l'argent est parti à l'étranger. On peut spontanément aussi leur envoyer des informations lorsque l'on voit qu'il y a soit un ressortissant de leur pays ou de l'argent des mouvements d'argent qui concernent leur pays que nous voyons passer. Et spontanément, elles peuvent nous demander aussi des informations. Donc lorsqu'une cellule de renseignement financière donne des informations à une autre cellule de renseignement financière, elle donne aussi une autorisation de dissémination.
Et l'autorisation de dissémination, principalement, elle va dire si les informations transmises, elles peuvent ou pas être autorisées, ou pas être utilisées au pénal, donc en justice dans le cadre d'un procès. Mais effectivement, les informations des autres cellules de renseignement financier, c'est notre troisième source d'information. Et on a une division à Tracfin qui n'est dédiée qu'à ces échanges d'informations. D'accord. Merci pour ces éléments de réponse. Je me retourne vers vous, Jean-Christophe Cabotte, un instant, parce que qui dit contrôle dit parfois aussi sanction, puisque si le contrôlé ne respecte pas la réglementation, le risque, c'est bien évidemment qu'il soit sanctionné. Vous sanctionnez comment ? Vous sanctionnez beaucoup ? C'est un peu mes deux questions. Est-ce que d'abord vous tapez dur quand il s'agit d'être dans le contrôle et dans le respect de la règle ? Et ensuite, est-ce que vous avez des méthodes particulières pour sanctionner et vous assurer que la réglementation est bien respectée ? Alors, est-ce qu'on tape dur ou pas, ça va dépendre à qui vous parlez. C'est-à-dire que si vous parlez aux banques ou aux assurances qui sont sanctionnées, oui, on tape assez dur. On a des sanctions à 50 millions d'euros qui ont pu être infligées à certains acteurs. Alors si vous regardez les montants des sanctions américaines, évidemment, on n'est pas tout à fait sur la même échelle. C'est un des sujets de discussion dans les groupes internationaux sur le montant des sanctions américaines, le montant des sanctions ici. D'expérience, ce qui marche assez bien comme caractère dissuasif de la sanction, c'est le fait qu'elles sont toutes publiques. Et elles sont publiques nominatives, c'est-à-dire qu'il doit y avoir... Depuis 2015, il doit y en avoir 2 ou 3 qui sont publiés, toujours, mais de façon anonyme. Donc le fait que le nom d'une banque, d'un assureur, d'un établissement de paiement soit publié, associé à un montant de sanction et au détail du défaut de son dispositif, sans citer les noms évidemment de l'affaire, ça c'est assez dissuasif. Donc on sanctionne, en général à l'issue d'un contrôle sur place, qui va avoir montré des défaillances, donc il y a toute une procédure contradictoire, hein, le rapport de l'équipe de contrôle est transmis à l'établissement, qui peut faire valoir ses observations. On retient un certain nombre de faits. Et ensuite, il y a une commission de sanctions qui est indépendante de l'ACPR, du collège, pour assurer le droit de la défense. Donc il y a comme un procureur et comme une instance de jugement qui va décider de façon complètement indépendante d'infliger la sanction. Et en volume de sanctions, vous sanctionnez beaucoup ? Depuis 2015, alors les chiffres sont tout frais puisqu'on a refait l'exercice pour le GAFI il n'y a pas très longtemps. Donc, depuis 2015, il y a presque 40 sanctions et pour un montant d'un peu plus de 100 millions d'euros au total. Donc en fait, depuis 2015, j'imagine que l'année de départ, c'est parce qu'il y a eu des attentats en 2015 ? En 2015, c'était... Il y a une réglementation particulière ? Non, les chiffres sont plus récents parce que c'était la période couverte par le GAFI. J'aurais pu remonter avant, mais c'est les chiffres qui sont les plus... La question, c'est surtout, est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de sanctions depuis 2015, qui correspond, en tout cas pour la France, alors pas tout à fait au début de la vague d'attentats, puisque ceux perpétrés par Mohamed Merah l'ont été en 2012, mais au moins à l'accélération de la menace terroriste avec nos attentats de Charlie et d'Hypercacher le 7 et 9 janvier 2015 et ceux du 13 novembre 2015. Oui, à la fois le nombre de sanctions, la focalisation des sanctions sur le secteur de la lutte anti-blanchiment. Parce que la CPR peut sanctionner sur l'ensemble des secteurs qu'elle contrôle. Il y a de plus en plus de sanctions sur la lutte anti-blanchiment et c'est évidemment lié à ça. L'attention générale est portée sur le blanchiment et le terrorisme. Avant d'échanger avec la salle, j'avais une dernière question, mais qui s'adresse à tous les quatre. Et d'ailleurs, peut-être que vous pourriez y répondre tous les quatre à tour de rôle. Depuis 2001, et donc depuis les attentats du 11 septembre 2001, vous avez bien retracé le fait que la lutte contre le financement du terrorisme s'était intensifiée, que les règles s'étaient durcies, que la coopération publique-privée s'était accélérée. Tout cela, on l'a très bien compris, et qu'il y avait maintenant, notamment 6 ans après nos attentats du 13 novembre 2015, un très grand nombre de garde-fous qui permettaient à la fois d'alerter, de contrôler, de sanctionner si la réglementation n'était pas respectée, un épaississement aussi des normes. On a l'impression que énormément de choses ont été faites. Alors la question c'est, que reste-t-il à faire ? Y a-t-il encore des choses à faire ? Et s'il y avait des actions à mener, quelles seraient ces actions ? Je vous laisse répondre dans l'ordre que vous souhaitez, mais je pense que vous avez tous des choses à nous dire sur ce sujet. Maître, vous voulez vous lancer ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Je dirais que philosophiquement, on peut toujours se dire qu'en effet, puisqu'il y a encore des attentats terroristes, on peut être défaitiste. On peut se dire qu'il y a encore des choses à améliorer.
En général, l'une des pistes qui est évoquée, c'est le renforcement de la coopération internationale. Vous avez commencé à en parler avec les discussions entre les cellules de renseignement financier. C'est souvent l'une des pistes qui est donnée. Maintenant, on peut aussi se dire que le respect de cette réglementation de prévention, puisqu'il y a des sanctions, c'est qu'il y a encore des choses qui ne vont pas et donc il faut continuer à discuter avec tous ces assujettis pour qu'ils respectent de mieux en mieux cette réglementation de prévention. Alors je m'adresse aussi à la professionnelle du droit que vous êtes. Est-ce qu'il y a des carences sur le plan juridique? Est-ce qu'il y a un vide? Il manque certains textes? Ou est-ce que vous considérez que l'arsenal législatif, réglementaire est suffisant en l'état pour travailler efficacement? Quand je regarde l'évolution des normes, donc le laboratoire, on l'a dit, le laboratoire de ces normes, c'est le groupe d'action financière internationale. Quand je vois l'élaboration de ces normes, quand je vois la manière dont elles sont reçues par l'Union européenne, qui travaille d'arrache-pied sur ce sujet-là, quand on voit toutes les évolutions, notamment, et encore une fois, sur les associations qui ont été réellement un vecteur avéré de financement du terrorisme, j'ai plutôt tendance à voir les choses de manière assez optimiste. La réglementation est là. Après, est-ce qu'elle est effectivement appliquée? C'est un peu de la discussion de comptoir, mais c'est toujours le sujet. On a plutôt, en tout cas, on vous entend, on a plutôt le sentiment que la réponse est oui, mais je ne veux pas me substituer à vos réponses. Nicolas Eskenazi, vous voulez nous dire qu'est-ce qui pourrait, selon vous, évoluer encore plus positivement, plus favorablement dans les années à venir? Je dirais qu'à cette question, on ne sait pas. Pour une raison très simple, c'est que depuis le départ, la législation, qu'elle soit internationale, européenne ou nationale, est en réaction au mode opératoire utilisé par les terroristes. On a une capacité d'anticipation qui, j'ai l'impression, est forcément limitée. Voilà. Alors, si vous me dites ça, je vais vous relancer sur le cyberterrorisme et donc aussi le cyberfinancement que sont les crypto-monnaies. Est-ce qu'il y a des choses à faire en la matière ou des normes à imaginer ou des pratiques à modifier? Alors, on est sur un secteur en pleine évolution, extrêmement complexe. Pour l'instant, à ce jour, je ne pense pas qu'il n'y ait eu d'opération de financement de terrorisme à travers les crypto-monnaies, tellement la technique est compliquée. Pour autant, oui, ça va être un secteur sur lequel il va falloir légiférer. Ça, c'est évidemment. Alors, si je peux compléter, du coup, ce secteur est, depuis la loi Pacte, assez précisément réglementé, et notamment sur les prestataires sur services sur actifs numériques. Leur autorisation d'exercer, pour certains d'entre eux, est soumise à agrément. Et dans le dossier d'agrément, il y a toutes les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc aujourd'hui, juridiquement parlant, cette matière, elle est couverte. Encore une fois, il y a la matière et il y a l'application. Alors je me tourne vers vous, Maryvonne Le Brionnet, Jean-Christophe Cabot. Est-ce qu'il y a des évolutions que vous attendez, que vous espérez, dont vous vous dites dans votre pratique professionnelle au quotidien qu'il faudrait que ça change plus vite ou plus favorablement? Jean-Christophe Cabot. En termes de réglementation, effectivement, on couvre déjà assez bien l'existant. La grande préoccupation, c'est les nouveaux produits qui se créent. Alors à la fois les cryptoactifs dont on vient de parler, mais d'autres formes de financement, d'innovation bancaire, et puis les interactions entre tous ces produits. Parce que l'une des caractéristiques du blanchiment et du financement du terrorisme, c'est justement de passer d'un mode de financement à un autre, de les empiler pour essayer d'anonymiser le flux. Et donc ça, c'est un des vrais sujets, d'arriver à se parler entre différentes autorités nationales ou européennes ou internationales pour capter l'ensemble d'un schéma. Ça, c'est assez difficile, mais on y travaille tous et ça va de mieux en mieux. Et puis, l'autre aspect où je verrai une difficulté, c'est, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur le coût des attentats. Quand on a un attentat qui est réalisé avec 2,80 €, il va de soi qu'une banque ne peut pas détecter le flux de 2,80 € qui va être, parmi tous les autres, elle ne peut pas le détecter sans autre information, celui qui va acheter l'arme qui va commettre l'attentat. En revanche, un certain nombre de flux financiers vont traduire des comportements, des évolutions du comportement de la personne, et ce comportement qu'on appelle la radicalisation peut être un signal qui va évidemment intéresser Tracfin. Donc, dans les lignes directrices que Tracfin et la CPR vont adopter ensemble à destination du secteur bancaire et financier en général, on liste un certain nombre de critères qui peuvent être des signaux faibles. Alors, tout seul, ça ne veut rien dire, parce que tout seul, je pense que chacun d'entre nous avons déjà fait une ou plusieurs fois l'une de ces actions.
Mais quand on les cumule, ça commence à devenir une espèce de scoring, enfin un signal de quelque chose est en train de changer. Ça peut être tout à fait légitime, mais ça c'est à la fois le travail de l'établissement qui connaît son client, de se dire oui c'est normal ou c'est pas normal, puis ensuite ce sera le travail d'enquête derrière. Et alors, Madame la directrice de Tracfin, est-ce que vous constatez qu'il y a des évolutions à attendre, pas forcément sur le plan normatif, mais ça peut être aussi sur le plan des pratiques professionnelles ou même de la coopération publique-privée? Alors par rapport à ce qui a été dit ici, il y a eu un cas de financement du terrorisme par des cryptoactifs qui a été identifié en 2020 par Tracfin et qui a donné lieu à 40 arrestations de la part du PNAT en septembre 2020, qui est passé par des coupons prépayés qui étaient achetés dans des bureaux de tabac, qui étaient ensuite transformés en cryptoactifs et du coup ensuite échangés en cash sur zone arabo-syrienne de la part de personnes, de Français qui étaient partis là-bas et qui étaient soupçonnés de terrorisme. Nous, comme le disait Madame, la réglementation française, elle est extrêmement sévère. Il y a eu la loi Pacte, il y a eu l'ordonnance de novembre 2020, effectivement, sur les agréments, et il y a eu un décret fin décembre 2020, et l'ordonnance et le décret ont fait suite justement à cette identification de financement du terrorisme par crypto, qui a abaissé à 0 € la prise d'identité lors de l'achat de ces coupons. Pour moi, la prochaine évolution, c'est que cette réglementation française extrêmement exigeante, elle soit prise en compte au niveau européen. Donc il y a un paquet européen, le paquet AML, qui est en discussion actuellement et qui rentrera en vigueur en 2023, je crois. Et un des enjeux de la France, et c'est pas gagné aujourd'hui pour être clair, c'est que cette réglementation française et l'exigence de cette réglementation française, elle soit transférée dans un règlement européen et donc elle s'applique partout en Europe. Et idéalement partout dans le monde. Donc voilà, en termes de cryptoactifs, je pense que la France est au bon niveau, mais il faudrait vraiment aider les autres à s'élever à ce niveau. Les autres États membres de l'Union notamment. Mais merci pour ces éléments de réponse. On arrive déjà à l'heure d'échange, ça passe très vite. Et d'ailleurs, merci d'avoir informer aussi les participants sur le financement du terrorisme, qui est une matière complexe, et je crois pouvoir dire, en vous ayant écouté, que vous l'avez rendu accessible, ce qui était le pari aussi de cette table ronde. Et il nous reste un quart d'heure pour échanger avec la salle. Si des personnes souhaitent prendre la parole, le micro va circuler. On vous demandera simplement, voilà, la lumière revient dans la salle, pour qu'on puisse aussi vous voir, de vous présenter, et donc de nous dire qui vous êtes, où vous travaillez, pour que les personnes sur scène puissent vous situer et situer aussi le contexte de la question. Je vois qu'il y avait déjà plusieurs mains qui se lèvent. Je crois que la première qui s'est levée, c'est vous, monsieur. Je vous en prie, prenez un micro. On vous écoute. Alors bonjour, Romain Ayard pour AEF Info. Ma question, c'est pour la directrice de Tracfin. Vous dites justement que vous étudiez souvent avec la place financière, place bancaire, les dernières évolutions justement de financement de terrorisme. Est-ce que vous pouvez en citer certaines de c'est quoi les tendances actuelles et quels sont les points de vigilance? Donc effectivement, sur le financement du terrorisme, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu le financement par financement bancaire classique. Ensuite, lors des attentats de 2015, il y a eu tout ce qui était les cagnottes. Il y a eu un certain nombre d'attentats qui ont été financés par des cagnottes. Donc du coup, la réglementation des cagnottes s'est resserrée. Aujourd'hui, comme on l'a évoqué, c'est vraiment les cryptos, le financement par crypto-monnaie et via la blockchain. Voilà, en matière de blanchiment en général et d'infraction pénale en général, les cryptos, c'est un peu la prochaine frontière. Et en termes de financement du terrorisme, alors il y a eu un cas constaté, mais on pense qu'il y en aura d'autres. La prochaine frontière, elle est vraiment là pour nous. Je permets du coup une question dans la question avant de donner la parole à monsieur au premier rang. Vous évoquiez les hébergeurs de cagnottes en ligne, donc eux aussi sont contrôlés de la même manière que tous les autres opérateurs dont vous avez parlé au cours de cette table ronde. Alors selon leur statut, oui. Mais par ailleurs, tous sont ce qu'on appelait adossés à un établissement de paiement, qui eux sont tous assujettis. Très bien. Écoutez, merci pour ces éléments de réponse. Monsieur, vous souhaitiez prendre la parole. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Shaouki Triahi, journaliste indépendant pour Revue Militaire Suisse. Quelle coopération est-elle possible avec des États faillis, des États dictatoriaux qui pratiquent eux-mêmes le financement illégal et le blanchiment d'argent sale? Qui souhaite répondre? Universitaire, ça, non? Alors, Nicolas Eskenazi. La réponse à cette question est très complexe, difficile. La coopération est forcément difficile. Effectivement, il y a plein d'États défaillants. La France dresse une liste des pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux, donc avec lesquels la coopération est très difficile. Mais parmi
tous les pays de la communauté internationale. Je pourrais même en citer d'autres. Si vous me le permettez, j'ai envie de citer un exemple personnel. C'est que j'ai vécu pendant 1 an au Cambodge. Il faut savoir qu'au Cambodge, il n'y a aucun terminal bancaire. On ne peut pas payer par carte. Tout se paye en espèces. Mon loyer, je le paye en espèces. Si vous voulez, le pays tout entier était une énorme lessiveuse. Voilà. Et pour autant, le Cambodge n'apparaît sur aucun radar des paradis fiscaux français. Donc c'est un pays qui est effectivement compliqué pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Moi, j'aurais envie de rajouter peut-être une chose, c'est que l'institution, c'est le groupe d'action financière. C'est vraiment le lieu de rencontre de tous les États qui sont engagés dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Et donc, il y a le GAFI, plus tous les organismes régionaux de type GAFI. C'est-à-dire que le GAFI se décline dans des spécificités géographiques. Donc, vous avez le GAFI de l'Afrique de l'Ouest, le GABA, vous avez SMLAG, le GAFI de l'Afrique de l'Est, vous avez le GAFI de l'Amérique du Sud. Et donc, on arrive à un peu plus de 150 pays, 190 juridictions touchées. Donc, dans ces juridictions, vous allez peut-être avoir des pays qui... pour vous les identifiez comme étant problématiques sur le sujet du financement du terrorisme. En tout cas, le fait est que si un pays ne se trouve pas, n'est pas membre déjà d'une organisation internationale GAFI ou de type GAFI, ça envoie des signaux extrêmement clairs aux autres, à la communauté internationale, de renforcer la vigilance dans tous les échanges qu'il peut y avoir avec ce pays. C'est la première des choses. Et le GAFI lui-même dresse une liste des pays considérés comme gris et noirs. Noir, c'est qui déconseille formellement à tous les États de la communauté internationale d'avoir des transactions financières avec ces États-là. Clairement, parce que l'opacité pratiquée dans ce pays rend vraiment la transparence des flux financiers impossible. Il y en a que, je sais, peut-être que vous les connaissez mieux. Il y en a à l'heure actuelle. L'Iran et la Corée du Nord. Les États, il y en a 2. Voilà. Combien, pardon, vous avez dit? 2 pays, l'Iran et la Corée du Nord. Avec lesquels les échanges financiers ne sont pas possibles. Sont pas contraints. Formellement déconseillés. D'autres questions? Je vois un bras qui se lève au fond. Non? Oui, monsieur. Allez-y. Le micro arrive. Je suis abonné au Monsieur Lalame. Serre Lalame, directeur de la recherche à l'IHEMI, Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Alors, je pense qu'il y a des aspects qui méritent une attention particulière. C'est la typologie du GAFI, qui est très intéressante à observer, qui fixe un certain nombre de modes opératoires qui sont utilisés par les groupes terroristes. On sait que continuellement, il y a un phénomène d'adaptation à la répression, d'adaptation aux normes. Et est-ce qu'on n'a pas une tendance à avoir à la fois une sophistication d'un côté et un retour à une forme de technique artisanale de blanchiment? Moi, pour avoir travaillé sur le blanchiment en lien avec le crime organisé, le rôle des collecteurs, par exemple, qui est très intéressant à observer, et qui utilise des systèmes de compensation. Il y en a un qui est très connu, qui s'appelle la Walla, et donc ça sort complètement des radars. On est sur des systèmes de compensation financière qui sont habituellement utilisés de manière, je dirais, dans une zone grise, qui est celle du transfert des fonds des migrants dans leur pays d'origine. Je parle de zone grise parce que ce n'est pas véritablement réprimé, et à juste titre, parce que ça contribue à aider énormément de pays du Sud. Néanmoins, ça peut être parasité par des organisations criminels ou des groupes terroristes. Est-ce que c'est dans vos radars, notamment à la CPR et TRACFIN, de voir est-ce que vous travaillez également sur cette zone d'ombre qui est les systèmes de compensation financière, un système bancaire parallèle qui n'est absolument pas travaillé d'un point de vue, je dirais, y compris scientifique, c'est compliqué. Alors effectivement, ces systèmes de compensation, s'ils se font intégralement en cash, je suis d'accord avec vous, on ne va pas pouvoir les suivre. Après, comme l'expliquait Madame, il y a quand même dans de plus en plus de pays des limitations fortes à l'utilisation du cash. Il y a des contrôles de douane
Aussi, il y a quand même de nombreux contrôles dans les aéroports partout, donc c'est pas si évident que ça aujourd'hui de transporter de grandes quantités de cash. Donc les systèmes de collecteurs, en fait, ils vont avoir à un moment ou à un autre besoin soit de passer par le système bancaire, soit éventuellement d'utiliser des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que l'intelligence artificielle est utile. Elle sert aussi effectivement à identifier des collecteurs. Alors en termes de financement du terrorisme, en termes de trafic de stupéfiants aussi. C'est des choses donc c'est des choses qui peuvent nous aider, mais vous avez tout à fait raison, ces systèmes de débancarisation, c'est un défi aujourd'hui, à la fois pour les cellules de renseignement financier et pour les régulateurs. Juste pour compléter, quand c'est de la walla pure qui passe par des commerçants qui sont complètement eux-mêmes hors du secteur bancaire pour faire de la compensation d'un pays à un autre, ça sort du secteur bancaire, nous on ne peut pas le voir. Il y a quand même toute une partie qui passe par de la transmission de fonds, par des opérateurs eux-mêmes agréés, régulés de transfert de fonds, et on donne du cash à Paris et le bénéficiaire peut le retirer ailleurs. Ça, ce sont des établissements qui, eux, sont assujettis à l'ensemble des règles et qui subissent nos contrôles, enfin qui bénéficient de nos contrôles permanents sur pièce et sur place. Ouais. En clair, vous regardez ce qui se passe chez Western Union, quoi. Et les autres. Et les concurrents principaux. D'autres questions ? Peut-être un élément d'information, c'est que la France fait l'objet actuellement d'une évaluation par ce fameux GAFI dont on vous a entretenu assez longuement. C'est un contrôle qui est assez long. 2 ans en moyenne, là il y a eu le Covid, ça a un petit peu rajouté, je crois, du temps. Et ce contrôle, il est extrêmement important puisqu'il vise à évaluer le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme de la France. Et dans le cadre de cette évaluation, la France doit faire la démonstration de l'efficacité de son dispositif. Donc ça n'est même pas que j'ai un bon dispositif, c'est mon dispositif, il existe et en plus il est efficace. Et pour finir, et une fois que j'aurai dit ça, la boucle aura été bouclée, l'enjeu, c'est évidemment de ne pas être inscrit sur les fameuses listes dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, être inscrit sur une liste, c'est s'exposer à, on peut le dire assez facilement, comme des sanctions économiques de la communauté internationale, c'est s'exposer à des sanctions, c'est une réputation aussi, c'est comme pour les assujettis, en termes de réputation, c'est mauvais d'être sur une liste. Donc voilà, la France est en train d'être évaluée et le résultat sera donné, je crois, à la plénière de février 2022. Vous en entendrez peut-être pas parler, mais en tout cas, sachez qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se jouer et on est tous concernés. Il nous reste du temps pour une toute dernière question, si jamais, de sorte à ne frustrer personne. Je me tourne vers la salle, je ne vois aucune main qui se lève. Dans ce cas, nous allons conclure cette table ronde. Remercier les intervenantes et les intervenants très, très chaleureusement pour leur temps, dans un emploi du temps contraint, sur un sujet qui plus est technique. Et vous êtes venus en parler devant des industriels et des acteurs privés du monde de la sécurité, qui sont peut-être pas ceux avec lesquels vous interagissez au quotidien. On a compris que vous étiez surtout en interaction avec les acteurs du monde du secteur bancaire et financier, mais je crois que ça a intéressé aussi les industriels et les industries de sécurité qui sont présentes à Milipol. Je vous remercie nommément, donc Maître Solène Clément, Dr Nicolas Ashkenazi, Jean-Christophe Cabot, Marie-Vonne Le Brignonen. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a une nouvelle table ronde immédiatement après sur les questions de terrorisme, mais consacrée au lien entre réseaux sociaux et terrorisme. Bon après-midi à toutes et tous.